Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Santikos, bienvenue à Yokosuka. Le Yokosuka un petit peu futuriste, tiré et inspiré de l'animé Arpeggio of Dustin. Mais le propos va être de parler de contre-torpilleurs et de torpilleurs, enfin plus exactement dans le bon ordre, de torpilleurs puis de contre-torpilleurs. Nous allons voir deux batailles avec le même pilote et nous allons voir des batailles en tier 4. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Tout simplement parce que je me suis dit que pour des débutants en destroyer, il y a bien sûr le tier 3 pour commencer, mais je voulais vous montrer avec deux destroyers, j'emploie le mot destroyer à dessein, hein, pour mettre les torpilleurs et contre-torpilleurs dans le même paquet pour une fois. J'avais envie de vous montrer ces deux batailles en destroyer, pour vous montrer les deux types de gameplay très différents, et comment jouer et comment essayer de progresser quand on débute les destroyers. Trouver un... comment je vais dire ça? Trouver le meilleur moyen d'utiliser votre furtivité et d'utiliser les erreurs des ennemis qui se présentent à portée de vos torpilles. Le pilote, dans ce cas-là, va utiliser une tactique très simple avec le torpilleur, l'isokazé. Pendant toute la bataille, je vais pris de regarder comment il va se servir des îles pour se positionner. Il va se mettre dans un triangle où chaque île de ce triangle est placée à une de ses pointes dans ce triangle virtuel. Et de là, il va s'en servir tout à la fois pour se cacher, mais aussi pour cacher son lancer de torpille et pour surprendre l'adversaire. Et une fois qu'il en aura terminé et que l'ennemi ne pourra plus en quelque sorte menacer ce triangle, il va en sortir pour porter les stockades. Ça, c'est le jeu du torpilleur, tout à la fois fait au niveau des îles, mais aussi avec sa propre furtivité. Et ensuite, bien sûr, comme c'est avec l'isokazé qui est un rideau de torpille de malade, forcément, c'est nettement plus simple. Simple, oui, mais pas tant que ça. Je vous laisse en juger. À tout de suite en bataille. Voilà. Alors, c'est une partie assez compliquée à laquelle je vous convie d'assister. Nous sommes avec Papy sur son isokazé, donc 3 destroyers de part et d'autre. Le souci, c'est que nous avons un V170 et 2 isokazés chez les verts, et un Clemson, donc un contre-torpilleur, un V110, un navire polyvalent, qui peut jouer contre-torpilleur comme torpilleur, et un isokazé chez les rouges. En d'autres termes, il y a un léger avantage, je dirais, en termes de canon et de chasseurs de DD chez les rouges. Pour le reste, c'est bog contre bog. C'est une partie de tier 5, alors que notre héros Papy est en tier 4. A priori, une partie pas si facile que ça. Il y a quand même, entre autres chez les croiseurs ennemis, 2 Königsberg, qui sont de terribles chasseurs de DD, avec un reload extrêmement rapide, un fort potentiel d'incendie, qui peuvent détruire un isokazé très facilement. Et ensuite, bien les cuirassés sont plutôt des gros machins bien lents, du genre New York, Iron Duke, Orion, Courbet, Myogi. Rien de bien... Alors ils sont dangereux bien sûr, mais c'est plus des sacs à PV pour un isokazé et des cibles toutes trouvées d'ailleurs. Il faudra surtout qu'ils défendent de tout ce qui est navire léger. Alors, Papy s'est dirigé plutôt un petit peu en solitaire, hein, il se dirige de l'autre côté du cap. C'est vrai que toute équipe était d'un côté du cap. Lui, il va investir la partie, les colonnes 8 et 9, afin d'interdire un push ennemi. L'essentiel des navires d'ailleurs semble vouloir aller plutôt dans leur base en priorité. Il faudra qu'ils se méfient effectivement de ne pas être repérés par les porte-avions, dont le rôle dans ce début de partie est complètement essentiel.
Et d'ailleurs, quand on joue des dés très bas tiers, on oublie un tout petit peu ce concept du spot pour plus jouer le rôle du harceleur et se cantonner à, se cantonner on se cantonne au rôle d'harceleur quand on joue en bas tiers, et c'est une erreur d'ailleurs. Parce que le spot, arriver à repérer les ennemis est indispensable, ne serait-ce que pour avertir vos partenaires, pas seulement pour que vos partenaires fassent des dégâts d'ailleurs, mais ça leur donne des informations importantes. Le Phénix intelligemment a fait demi-tour. Il a dû sentir la présence potentielle d'un destroyer. Et le problème, vous voyez, pour Papy, c'est qu'il n'a aucune aide, personne pour prendre d'informations à côté de lui. Et lorsqu'il est dans son nuage de fumée, ben, il voit plus personne, quoi. Là, il a bien repéré d'abord que le Phénix avait des tourelles tournées dans la mauvaise direction. Il ne pouvait pas lui tirer dessus. Le Courbet semble parti pour se prendre des torpilles, hein, là. D'ailleurs, ça, en voilà une. Bien vu. Et tout de suite, déjà, vous voyez, l'Isokazé a rechargé. 30 secondes de reload, c'est considérable pour un destroyer à fort potentiel offensif, parce qu'il a quand même mis 2 torpilles au but, et il continue 2 torpilles au but, et une inondation sur le Courbet. Le Courbet qui a dû recevoir un premier incendie, il a éteint tout de suite, et maintenant, bah, voilà, il a une inondation. Et il s'apprête à recevoir une nouvelle torpille, boum. Voilà, ça continue. Et une troisième. Non. Non, si, il en a pris. Il a pris 4 torpilles en tout. Et il a 3 inondations. Autant dire que le Courbet est fichu. Hein. Il aurait pu même économiser des torpilles. Je pense que le Courbet, c'est mort. Si on ne lui vole pas. Voilà le premier kill de Papy. Un coup droit un petit peu désespérant. Ah, il n'y a plus de respect en plus. Isokazé a sorti le Courbet au canon. Voilà quoi. Allez, une petite torpille en fourbe sur le Königsberg qui est de flanc. Et vite aller se cacher parce que alors, le Königsberg est véritablement un gros problème pour l'Isokazé. Je vous l'ai dit, un bon rideau d'une bonne portée, une certaine assez bonne précision, même si la cloche est un peu forte. Il y a quand même de quoi, lorsqu'on est habitué à la cloche du Königsberg, il y a de quoi faire quelque chose de sympa. Pour l'instant, c'est bien parti. Et en plus, l'équipe est en train de rouler, mais vraiment rouler sur les deux. Ils mènent 4-2. Vous voyez, le sens du placement, vous avez vu comment Papy utilise les îles. Il a utilisé les 3 îles en triangle là pour... vous voyez, et il s'en éloigne pas. Un joueur même moyen serait sorti, probablement, ou aurait changé, comment dirais-je, serait sorti de ce triangle. Lui, il reste dans les alentours de ce triangle. Il est juste à la limite de la portée. Par contre, là, il va avoir un problème. Le Königsberg va pas tarder à le repérer, parce qu'il tourne. Et là, Papy va avoir un gros problème, parce qu'il n'y a pas encore de nuage de fumée. Voilà, il va être repéré dans très peu de temps. Voilà, repéré, et vite. Il a son nuage de fumée, voilà, c'est fait. Donc le Königsberg. Papy a anticipé le virage du Königsberg, malheureusement. Il y aura. Königsberg qui n'est pas forcément visible à tous les instants. C'est pas un bug. Par contre, le Königsberg a décidé véritablement de venir vers lui. Hein. Tactique quand on est en croiseur qui est pas vilaine d'ailleurs. Vous voyez, il fait beaucoup de virages à droite, à gauche. Il fait des... Là, par contre, il est vraiment très près. Et le malheur, c'est qu'il a tourné et il présente son flanc à Papy. Et regardez, ça s'appelle un dépôt. Alors là, heureusement pour lui et pas heureusement pour Papy, c'est pas ce que je veux dire. Il tourne et il va essayer d'échapper aux torpilles. Et Papy est obligé de danser. Oh, joli, la torpillage de Königsberg. Papy qui parvient à faire un joli dodge. Deuxième torpillage.
Oh, Polo. Bravo, papy. Une jolie danse. C'est bien fait. Le joueur en Königsberg est excellent. Il connaît bien son navire. Le problème, c'est que voilà, papy a déjà rechargé. C'est terrifiant. Le pauvre Königsberg ne peut pas y échapper. Un isokazé, il ne peut pas lui échapper. Un bon isokazé. Voilà, les torpilles sont déjà partis. Königsberg ne peut pas croire qu'il a déjà rechargé, là. Boum. Et là, papy, il est tout simplement comme un renard dans un nid. Comment dirais-je, dans un poulailler. Les Orion et le Bog ne peuvent strictement rien faire pour échapper à un papy qui a quasiment ses deux victimes là, toutes désignées. Il n'y a plus qu'à maintenant voilà, récupérer ses torpilles. Alors, c'est qui? C'est l'Orion le prochain? Bien sûr que c'est l'Orion. Alors, Yann qui est quand même tiré à la hache, hein, bien évidemment. Et deux torpilles. Une autre, deux autres. Et voilà. 6 torpilles au but, Dorian ne pouvait strictement aucune chance. Alors maintenant, échapper au secondaire du Bog, alors qu'il ne lui reste que très peu de points de vie. Il a 3 kills hein, seulement. C'est énorme. C'est terrible. Alors il faut avoir un gros cœur quand on joue en destroyer, même en petit tiers. Pas forcément pour les mêmes raisons que quand on joue destroyer en haut tiers. Parce que... Là, une torpille au but et une voie d'eau. Voilà. Bon calibre en prime. Et c'est son 4e kill. Il est dans son nuage de fumée, il ne craint pas le chasseur qui est dessus. Ben voilà, quoi, il reste 3 navires pour tenter d'aller chercher le Kraken. Pour autant, va-t-il aller le chercher? Il faudra qu'il traverse sa base ennemie sans la capturer, sinon ce serait dommage. Il y a un destroyer et les 2 cuirassés qu'on voit là, le New York et l'Iron Duke. Les images parlent presque d'elles-mêmes, nos commentaires sont quasiment insolites dans une telle partie. Je pense que Papy a plus ou moins choisi le New York comme cible. L'Iron Duke est en train de brûler tout doucement ou de couler tout doucement. Non, c'est pas un incendie, ça. Ou alors il en a beaucoup. Hein. Ça descend trop vite. Le canon pour le Myogi qui est sorti d'Iron Duke. Voilà, Papy avait plus ou moins mis le New York sur son carnet de rendez-vous, son carnet de balles. Maintenant, il s'agit d'aller danser très vite avec le New York. Il n'a plus de boost moteur, donc il va pas pouvoir... il va falloir qu'il court très vite, parce qu'il y a quand même des navires qui arrivent en cascade dans la base ennemie. Et donc ça va, les points de capture vont monter très très vite, forcément. New York est très lent. Mais il est presque déjà à portée. Papy devrait sortir de la base, il a tout intérêt, il ne sert à rien d'aller mettre des torpilles à la limite de sa portée, même si le New York est un peu coincé par l'île qui est sur sa gauche. Il ne pourra pas tourner pour éviter les torpilles, il faudra qu'il pique et qu'il présente son étrave. Mais pour ça, il faut déjà qu'il le voie. Voilà, Papy sort du cap, bien sûr. Il est à la recherche de son... Il est à la recherche de son Kraken. Le souci, c'est que, ben voilà, quoi, les gens ne regardent pas forcément leur... ils ne voient pas qu'ils ont un allié qui est sur le près d'un Kraken, il n'y a pas franchement de fair play. Donc ils risquent de se le faire faucher. C'est toujours le problème avec ce type de partie, quel que soit le niveau. Hein. Là, vous avez même en niveau de 8-9, vous pouvez vous faire faucher un Kraken, simplement parce que les gens ne regardent pas. C'est pas qu'ils sont forcément mauvais ou égoïstes, c'est juste que parfois ils ne regardent pas. Et voilà, but.
et Kraken. Il s'est fait sortir au passage, mais il a eu quand même son achievement. Alors, gros calibre, frappe dévaste et Kraken. 118 000 de dégâts quand même. C'est dommage qu'il se soit fait tuer parce qu'il méritait largement de. On pouvait presque dire que ça aurait été un succès en soi qu'il reste vivant, mais bon, je pense qu'il est tout à fait satisfait. Et il y a quelqu'un qui le félicite. C'est vrai qu'il a fait un sacré boulot. Vous avez vu quand il a quitté sa cachette entre les trois îles. Il est tombé comme au milieu de ses ennemis, un petit peu comme, je vous l'ai dit, comme un renard dans un poulailler. Après, ce n'était pas pour ça. Il aurait très bien pu se faire sortir par l'Iron Duke. C'est l'Iron Duke, le dernier cuirassé qu'il a croisé, avant le New York. Il aurait très bien pu se faire sortir, puisque ce cuirassé-là avait chargé les HE, et que c'était ce qu'il fallait faire pour essayer de sortir. De toute façon, là, ils sont en train de... Non, ils ont lâché le cap. Le but du jeu maintenant, c'est d'aller chercher le dernier destroyer. Mais enfin bon, la partie ne faisant plus aucun doute, on va s'arrêter là. Et on va aller voir les écrans de la bataille. Voilà, donc j'espère que vous avez pu, par-delà l'exploit du Kraken, voir un petit peu comment jouer le destroyer, de la furtivité du destroyer, du torpilleur japonais, qui est pour moi l'un des gameplays les plus fourbes mais les plus jouissifs du jeu. J'avoue que je m'éclate moi à jouer comme ça. Je suis vraiment un grand fan des torpilleurs japonais. Alors, les écrans de cette bataille, 2014 points d'XP, 101 points d'XP libre, c'est probablement pas la première victoire de la journée de papy, mais 118 000 de dégâts avec un tiers 4, c'est considérable. Les achievements de frappe dévastatrice, gros calibre, et Kraken évidemment. 16 torpilles au but, 11 voies d'eau, c'est un ratio plutôt sympathique. Il finit bien sûr premier, avec 300 points d'avance sur le V170, qui devait être aussi un joueur qui connaît bien son destroyer, parce que c'est les deux seuls qui en sont à 1000 points d'XP de base. Ceci dit, 1000 points d'XP de base en tier 4, ça commence déjà à compter. En termes de dégâts, il a parcouru d'abord 50 km, et n'a en dégâts potentiels que 389 900. On est typiquement dans le cas d'un jeu de bâtière, où les navires, que ce soit les joueurs de cuirassés ou de croiseurs, vont privilégier les grosses cibles, celles qui sont visibles en permanence, et ne cherchent pas forcément à chasser les DD. Ça, quand vous débutez en destroyer ou en torpilleur, c'est votre avantage. Il faut profiter au maximum de cela, parce que c'est peut-être là que vous ferez le plus de progrès, parce qu'après, ça va être très différent. Les joueurs vont commencer à privilégier la fin des destroyers adverses avant de s'attaquer aux cuirassés ou aux croiseurs. Donc profitez-en et apprenez à jouer et à faire des dégâts au début en profitant de cette, on va dire, faiblesse dans la cuirasse du jeu des ennemis. En termes de dégâts, 40 000 sur un courbet, 38 000 sur un Orion, enfin, quasiment 39 000, 19 000 sur le Bog. Vous voyez qu'il n'a pas, il a bien étalé, mais en fait, il s'est occupé de tous les navires du même flanc. Et c'est le but du jeu quand on est destroyé, c'est véritablement frapper sur un flanc et aider à nettoyer ce flanc. La relocalisation en destroyer n'est jouable qu'à partir du moment où vous n'avez pas réussi à faire vos dégâts, que vous êtes focus par l'ennemi, et c'est le moyen de vous échapper. Tant que vous n'êtes pas focus par l'ennemi, vous n'avez pas besoin de vous échapper, il faut rester sur le même flanc pour nettoyer au maximum et donner l'avantage à votre équipe. En termes de dégâts, il a fait un petit 8800 au canon, ce qui est très honorable avec un canon avec un isokazé, parce que justement les Japonais ne sont pas des gros tireurs de canon, c'est pas des gunboats comme on dit en anglais. 93 000 de dégâts à la torpille, c'est beaucoup. 60 torpilles lancées, 16 sont arrivées, c'est un gros quart, donc c'est très très appréciable et c'est remarquable, et 16 000 à l'inondation. Voilà pour cette première partie. On va enchaîner
avec le Clemson. Alors là, il se trouve que je n'ai pas le Clemson, j'ai son successeur dans la technologie, c'est le Nicolas. Et ne tenez pas compte de l'aspect du Nicolas, il ne ressemble pas vraiment au Clemson. On commence déjà à voir le type de destroyer que l'on va avoir à travers le jeu. Destroyer à partir du Nicolas, on a à peu près cette forme-là pour les destroyers américains, ils sont assez reconnaissables. Dans le cas de c'est la bataille qui vient, là je vais vous demander de vous concentrer sur comment il s'adapte au jeu. On a vu qu'avec les occasions, il se servait des îles. Là, il n'y a pas d'île. Il n'y a pas d'île, alors il va faire la chose suivante. Il va se servir de la longueur de ses fumigènes, qui sont très longs chez les Américains. Et il va aussi se servir du repérage que font les croiseurs derrière lui, qui lui servent en quelque sorte de bouclier. Ils sont derrière, oui, mais en tirant, ils attirent l'attention de l'ennemi, et l'ennemi ne voit que, et ne s'occupe pas plus du destroyer, ont tendance à l'oublier, et lui, il va faire son beurre dans cette bataille. Allez, à tout de suite en bataille. C'est parti. Alors, nous sommes sur la carte Détroit, capture de base. Et cette carte et ce mode de combat posent toujours un gros problème stratégique aux uns et aux autres. Faut-il privilégier l'assaut de la base ennemie ou privilégier la défense de sa propre base? Il fut un temps où, à une certaine époque, tous les navires du haut, donc ceux qui font face à la base ennemie, subitement tournés sur la droite et foncés vers leur base. Heureusement, cette manie un peu crétine a été abandonnée. Les gens préférant maintenant positionner les navires au cœur de leur base et privilégier la défense, tandis que ceux qui sont au nord ont tendance à essayer de se positionner en éventail pour repérer le maximum d'ennemis. Néanmoins, regardez bien la minimap, vous voyez que les deux cuirassés sont encore en train de faire cette même erreur. D'ailleurs, on est dans un cas où visiblement les gens ont décidé de privilégier la défense de base. Alors, considérez que les deux cuirassés vont être totalement inutiles s'ils continuent leur manœuvre. Ils seront totalement inutiles à l'équipe pendant, une bonne moitié de la bataille. Les cuirassés sont lents. D'ailleurs, on va en vitesse regarder les deux cuirassés. Il s'agit d'un South Carolina, c'est trop beau. C'est les deux South Carolina, c'est-à-dire parmi les navires les plus lents du jeu. Des cuirassés extrêmement lents, c'est les tout premiers cuirassés, les tiers 3 en plus, c'est pas vraiment diffusé. Donc là, Papy, lui, il est opposé à un G101 et un Clemson. Donc son objectif, c'est de jouer le rôle du chasseur, mais aussi de spotter. Donc il donne l'information à ses croiseurs. Et les South Carolina ont, semble-t-il, un petit peu réfléchi. Ils sont en ligne de bataille, mais ils ne vont pas descendre sur leur base, mais vont plutôt tenter de se positionner pour interdire éventuellement que les ennemis se positionnent, n'avancent de trop et ne sortent trop de leur base. Alors là, bon, le Clemson, Papy a regardé sa minimap, puis il a vu qu'il y avait les destroyers se sont mis. Alors les deux destroyers ont lancé leur nuage de fumée. Totalement inutile. D'autant qu'une grosse partie de la flotte est allée s'y cacher. En d'autres termes, les torpilles ont d'assez bonnes chances de faire des dégâts, même si elles sont à 5 km. Là, Papy, l'avantage du Clemson, c'est qu'il a 4 sets de torpilles, 4 sets de 3 et 2 par flanc. C'est pas comme les Japonais qui ont des sets de torpilles qui tournent à 380 degrés. Ouais, vous voyez, Papy prend l'information. Enfin bon, lui, c'est pas lui qui récupère l'information, il est dans son nuage de fumée. Par contre, il a l'information, et ça, c'est très bien. Autre avantage des contre-torpilleurs américains, la longueur de leur nuage de fumée. Il lui reste encore 22 secondes. Là, par contre, il va falloir qu'il pense sérieusement à s'en aller. Il recharge ses torpilles. Il va tourner, mais le problème, vous voyez, c'est que s'il tourne dans la bonne direction... Ah, le Kuma, par contre, là, il semble être... Et le G101 de l'autre côté, pourquoi pas. Ou l'autre Kuma. Ce serait joli qu'ils sortent les deux Kuma en même temps.
Voilà, boum. Un Kuma de moins. Il a lancé ses 2 sets de torpilles, ça c'est le gros avantage. Un avantage que n'ont pas les Japonais. Est-ce qu'il va pouvoir sortir le G101? Le G101, oui, il va sortir le G101, il se prend une torpille là. Voilà, boum. Frappe dévastatrice, donc là il vient de sortir 2 navires en quasiment le même jet de même salle de torpille de part et d'autre. Maintenant il faut qu'il recharge, donc il s'enfuit. Voilà, il a déjà quasiment rechargé. Torpille recharge très vite chez les Américains. Enfin, chez 7 Américains là, parce que plus vous montez dans les tiers, plus ça devient compliqué. Mais vous voyez que le papy n'a absolument pas peur, il fait demi-tour et il fait front à l'ennemi. Je pense que son objectif maintenant est d'aller chercher le South Carolina ou le Kaiser. En veillant bien à ne pas être repéré par les deux croiseurs, le Kamsru et le Kuma, les 2 K là, qui peuvent le sortir. Là, il est repéré, manque de peau, il va falloir vite qu'il tourne. Et il a repéré incontestablement le South Carolina comme potentiel cible. Il s'est arrêté juste à temps, il s'est mis dans son nuage de fumée, il n'a plus qu'à attendre. Le problème c'est qu'il n'est pas franchement bien positionné au niveau de l'angle, il va falloir qu'il manœuvre pour se positionner. S'il veut sortir le South Carolina, ça va être compliqué. South Carolina tourne, non mais il devrait changer de cap à mon avis. Voilà, bien. Et c'est parti. Le premier set. Oh, il va nous faire un... voilà, allez hop, encore un petit coup à droite, un petit coup à gauche. C'est très amusant. Ça a l'air de l'amuser beaucoup, le jeu, là. Ouais, moi, le South Carolina, il a décidé vraiment de se le faire. Et boum, encore un... Oui, que c'est facile de jouer aux DD. Et le Puma qui va... Oh, il n'est pas passé loin. Mais le South Carolina est extrêmement prudent. Ça n'empêche pas de se prendre 3 torpilles. Et ben voilà, on en est à 4 kills. Et maintenant, ben, il n'y a plus qu'à attendre. Et le Puma est venu chercher. J'ai un air un petit peu marre et j'ai l'impression que... Boum. Voilà, Kraken. Je dis que c'est facile de jouer DD. Je sais pas si je serais capable de le faire, mais la frappe dévaste, double frappe dévaste et Kraken à l'arrivée. Voilà, vous avez... Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer DD. C'est juste comme ça. À lui tout seul, il a tué la moitié déjà des navires qui ont été détruits chez les ennemis. Il a laissé le flanc de la base, la partie de la base ennemie. Il a quasiment laissé cette partie en infériorité numérique. L'ennemi est à 1 contre 5. Il n'y a pas vraiment... plus vraiment de suspense. Et le pire, c'est qu'il a quand même réussi, avec un contre-torpilleur, à mettre 10 torpilles au but. Alors évidemment, maintenant que c'est plus Papy qui joue, la partie est beaucoup moins, comment dirais-je, dynamique, on va dire. Allez, il n'y a plus vraiment de suspense, alors on passe aux écrans de la bataille et au bilan. Voilà. Eh bien, je crois que c'est dit. Vous avez assisté à 2 Kraken dans la même vidéo. N'est pas dire que je vous gâte pas. Là, on a vu véritablement l'autre façon de jouer contre torpilleur.
on va regarder les écrans de la bataille, et d'autres façons de jouer contre torpilleurs. Il y a, là, on a vu un contre-torpilleur qui se joue comme un torpilleur. C'est très spécial. C'est pas forcément à reproduire tout le temps, hein, parce il s'est très peu servi des canons, alors que justement la force des contre-torpilleurs américains, c'est les canons. Là, il a surtout joué à la torpille, mais surtout été d'une mortelle efficacité avec ses torpilles, se contentant de faire du spot, d'être dissuasif, mais il a fait que 6 coups au canon, il a très peu tiré au canon, c'est très déstabilisant quand on veut montrer des combats de contre-torpilleurs. Papy, c'est pas bien. Double frappe dévastatrice et Kraken, 58 000 de dégâts, évidemment, c'est un peu moins, mais encore une fois, il n'a pas joué beaucoup de ses canons. Il est très nettement premier, plus de 1000 points d'XP de base, je vous l'ai dit dans la bataille précédente, dépasser les 1000 points quand on est en tier 4, c'est une gageure, véritablement. En termes de dégâts, on est plutôt sur un ratio de dégâts nettement moins important, pourtant il a à peu près tiré sur les mêmes nombres de cibles. 17 000 sur un South Carolina, 12 000 sur un Kuma, 10 000 sur un autre Kuma, 10 000 sur un Karlsruhe et 7 000 sur un G101. Tous ont été tués, absolument tous ceux qu'il a visés ont été tués. Et le plus beau, c'est que si vous regardez, il n'a encaissé, grand dégâts potentiels, que 226 000. Donc il a été carrément oublié, et ça on rejoint un petit peu ce que je vous disais en début de partie. Quand on joue en matière, les destroyers sont redoutés dès le début, et on les oublie très vite, parce qu'on tire sur les navires que l'on voit quand on est en matière. Et on ne privilégie pas ceux qu'on ne voit pas, et on ne cherche pas forcément à les détruire. Il n'a pas couru que 25 km, alors là c'est très très peu. Ça ne suffit pas, vous voyez, que le nombre de kilomètres correspond. C'est pas parce que vous allez faire beaucoup de kilomètres que vous allez faire une très bonne game, la preuve. 54 000 de dégâts à la torpille, 42 torpilles lancées. Encore une fois, c'est un ratio de 1 pour 4 à peu près, puisqu'il y en a 10 qui sont arrivés au but. Par contre, en termes d'inondation, pas d'inondation. Bah, évidemment, hein, il y a beaucoup de frappes dévastes dans le long. Voilà pour cette bataille en Tlemcen qui, je l'espère, vous aura instruit. Et voilà pour cette vidéo. On a vu une façon un peu particulière de jouer le contre-torpilleur. J'en dis ce qu'on vient pas. Mais c'est Papy qui joue son navire un peu au feeling. C'est un excellent joueur de destroyer. Il a beau s'en défendre en disant qu'il est pas, il fait ce qu'il peut. Il donne des leçons à beaucoup de monde, de très, très bons joueurs que j'ai vus. N'aurait pas grand chose à lui apprendre. On l'a vu, il joue au feeling. On sent qu'il a une certaine joie de jubilation à jouer le destroyer. Et il faut avoir une grosse confiance en soi pour avoir une telle jubilation quand on joue un navire aussi peu blindé et aussi facile à sortir. On va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre thème. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et à bientôt, si vous le voulez bien.